Ce projet, on l'a lancé en fait en novembre de cette année, en lien avec l'ADEME, puisque l'ADEME en fait s'interroge de plus en plus sur les questions de bien vivre et se rendait compte notamment que enfin la le concept de sobriété en fait est un concept qui pose question aujourd'hui, qui a pas forcément bien, accepté. Donc on va revenir sur ça dans un premier temps et donc il y a un enjeu pour, l'ADEME de vraiment investir ces questions de bien vivre sur lesquelles elle est pour le moment assez peu allée. Donc on va commencer avec, la thématique, la problématique qui est la nôtre. Ensuite, on ira sur un très bref panorama des approches du bien vivre, sur la définition, dont on se dote dans le projet, en termes de sobriété. Comment on va aussi sur cette, question des co-bénéfices, comment on arrive justement à, poser une définition des co-bénéfices en lien avec la question des besoins et puis ensuite on vous expliquera, les questions qu'on voudrait vous faire travailler dans les sous-groupes, mais qui rejoindront les questions que je vous avais déjà, envoyées préalablement, par mail. Alors, si j'en viens, sur, les raisons qui fait que ADEME et puis Campus de la Transition, représenté ici par Hélène, Fanny et moi, côté, chaire, de Grenoble Éco-Management, on s'est embarqués, sur ce projet-là. C'est, en fait, qu'on se rend compte donc qu'il y a, un enjeu, hein, de décroissance, post-croissance, enfin, on voit bien que les termes sont multiples, qu'on traduise, on va dire plutôt la finalité ou la trajectoire et dans ce contexte-là, la question de la sobriété, en fait, elle est très prégnante. Elle est très prégnante, mais elle est, en fait, assez mal, acceptée par les acteurs et on a du mal à savoir dans quelle mesure, la sobriété permettrait vraiment, de répondre à un bien vivre, de répondre correctement aux besoins. Or, on se rend compte qu'on a quand même, et bon, c'est vous le savez bien évidemment si vous faites partie du Carrefour, on a tout un tas de travaux, qui existent, de démarches autour du bien vivre, mais qu'on a assez peu interrogé ces démarches sur, la question de la sobriété et sur notamment qu'est-ce qui ressort de ces démarches sur l'articulation entre le volet soutenabilité sociale et le volet soutenabilité environnementale. Autrement dit, la plupart, des revues de littérature qu'il y a eu sur les questions d'indicateurs de bien vivre ont surtout été sur, les aspects méthodologiques, les fondements, on va dire, philosophiques ou axiologiques, de ces approches, mais ont pas forcément porté sur le contenu et sur ce que nous racontent ces approches-là, du point de vue de notre possibilité d'adopter un mode de vie sobre qui soit compatible avec le bien vivre. Donc notre enjeu, en fait, dans le cadre de cette recherche, c'est vraiment, de faire une revue de littérature, en fait, de ce que racontent les, différentes expériences du bien vivre sur ce lien entre sobriété et bien vivre, sur cette articulation, autrement dit, entre les volets, de soutenabilité sociale et environnementale. Même si le terme, vous voyez que, cette distinction-là, en tant que telle, pose déjà, question. Donc, nos questions clés de recherche, c'est: est-ce que le bien vivre est associé à la sobriété? Si oui, en fait, quelles dimensions du bien vivre, sont clés pour la sobriété? Et que montrent, les indicateurs de bien vivre de l'articulation entre soutenabilité, sociale et environnementale? Autrement dit, notre vue de littérature, elle est moins sur, on va dire, les choix, théorico-méthodologiques des approches que sur ce que, l'empirie de chacune des démarches peut raconter effectivement sur ce lien entre sobriété, et bien vivre. Alors, vaste challenge parce que, on a quand même tout un tas, d'initiatives qui existent, vous en êtes bien conscient. Donc je crois que c'est la slide, suivante, je veux bien que tu passes Fanny. Donc bon, c'est mon fameux schéma que certains ont déjà vu plein de fois, alors qui est loin d'être exhaustif, hein. Vous vexez pas si j'ai oublié votre expérience, sur ce schéma-là, mais qui illustre simplement qu'il y a plein d'initiatives autour du bien vivre à l'échelle internationale, à l'échelle locale, en Europe et hors Europe. Donc, bien évidemment, on va pas pouvoir tout explorer et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, qu'on décide, quelle démarche on allait regarder. Donc vous verrez après sur quels critères on a choisi, certaines démarches, on pourra en rediscuter et puis notre enjeu aujourd'hui, c'était de se dire: «Bah, on a déjà une communauté d'acteurs qui, en fait, sont ces porteurs, de démarches, qui sont investis sur certaines expériences ou ont connaissance de ces expériences-là». Ce serait déjà, très précieux de recueillir leur retour d'expérience sur, ce, lien entre sobriété, bien vivre, soutenabilité sociale et environnementale. Alors du point de vue,
des approches qu'on a décidé d'observer assez logiquement. On va pas ici s'intéresser spécifiquement aux approches plutôt hédonistes, utilitaristes, celles qui ont ramené le bien vivre simplement sur la satisfaction subjective, mais on va être bien évidemment sur les approches qui sont souvent quand même celles qui sont plus présentes dans ce carrefour, qui sont des approches multidimensionnelles du bien-être, en phase avec une approche plutôt aréthéique de l'éthique de la vertu et qui généralement s'inspire quand même beaucoup des travaux de Martin Nussbaum, Amartya Sen, Max Neef, Doran Goff et où on s'interroge vraiment sur qu'est-ce qui fait une vie proprement humaine et où il y a une interrogation forte autour de la question des besoins. Autrement dit, notre focus, il va être plutôt sur les approches qui, au lieu d'adopter, enfin de partir finalement euh, sur une visée plutôt welfariste, positiviste et théologique du bien-être, s'intéressent au bien-être d'un point de vue pluraliste, constructiviste et pragmatiste. Donc ça, c'est un peu la manière dont nous, on a décidé de se saisir dans la revue de littérature des expériences du bien vivre et ça va être associé à la fois une certaine définition de la sobriété, une certaine manière aussi, à une certaine définition, d'éco-bénéfice. Donc sur le volet sobriété, je vais laisser la main, à Fanny, pour en dire un petit peu plus. Merci. Du coup, effectivement, pour la sobriété, on a choisi de repartir de la définition qui est portée par l'ADEME et qui correspond aussi à celle du GIEC. Vous l'avez écrite là ici en italique. Les politiques de sobriété se composent d'un ensemble de mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la demande en énergie, matériaux, sol et eau, tout en garantissant le bien-être de tous dans le respect des limites planétaires. Et pour vous donner un petit peu une idée des différentes dimensions de cette définition qu'on a envie d'aller creuser, on a repris une typologie qui, à l'origine, vient de Félix Guattari dans son ouvrage Les trois écologies, et qui a aussi été reprise par un article qui a été écrit par Fiona et ses co-auteurs sur l'explosion de l'utilisation du mot sobriété. Donc d'abord, il y a la dimension environnementale qui est peut-être la plus évidente, avec une distinction forte qui est faite, et aussi par l'ADEME, donc ça c'est vraiment chouette, entre sobriété et efficacité énergétique. Et donc cette distinction, elle est faite notamment à travers le questionnement sur les besoins et l'impératif du changement de pratique et donc d'une diminution de la demande. Ensuite, il y a la composante mentale, là qui renvoie vraiment au sujet de l'acceptabilité de la sobriété, c'est donc acceptabilité qui va se heurter un peu au mode de pensée dominant, à la culture consumériste du monde moderne. Et quand je dis ça, c'est pas forcément seulement les individus qui consomment, mais vraiment que ça infuse toutes les parties prenantes, donc aussi les entreprises bien sûr et les institutions publiques, enfin voilà, tout le système. Bien que la nécessité de la sobriété est quand même reconnue comme un idéal, hein. Il y a le baromètre de la sobriété de l'ADEME qui a montré que voilà, quand on interroge les gens, de manière générale, tout le monde s'accorde à dire que voilà, il y a un besoin de changement et il y a un idéal de sobriété qui est visé, mais c'est dans les pratiques, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Et enfin, la composante sociale, donc là, qui va peut-être renvoyer à une dimension plus collective sur les questions de justice sociale dans l'effort à fournir vers des modes de vie plus sobres, et aussi la question de l'accès aux biens et services, donc déjà aux biens et services de base et ensuite aux biens et services qui permettent la sobriété en pratique. Donc pareil, là, c'était une des conclusions de différentes études sur la sobriété de l'ADEME, hein, voilà, qu'il était quand même aussi nécessaire et important de cibler les personnes les plus aisées. Pardon, excusez-moi. Donc de cibler les personnes les plus aisées dans les politiques de sobriété, dans un souci de justice sociale et aussi d'acceptabilité de manière plus générale. Voilà, donc c'est un peu les trois parties qui aussi se reconnectent bien avec ce que Fiona a présenté avant sur notre acception du bien vivre et les indicateurs qu'on allait choisir de regarder. Et je passe la main pour la définition des co-bénéfices aussi qu'on a choisi de retenir. Je passe la main à Hélène. Oui, merci Fanny. Donc effectivement, dans la commande de l'ADEME, il y avait le terme sobriété, le terme bien vivre et le terme co-bénéfice, qui est une notion finalement
pas très habituel en sciences sociales. On a plutôt, l'habitude de parler d'externalités, d'impact ou d'effets. Et donc on s'est un peu penché sur les différentes manières de, définir l'éco-bénéfice à la fois dans les, rapports, de grandes instances internationales et puis en France, à travers certains rapports qui sont sortis récemment. Donc, ce qu'on retient de cette première petite synthèse, c'est que, le GIEC utilise ce terme, depuis le rapport, 1.5. Avant, ils utilisaient le terme coavantage en français, c'est un terme qui est utilisé, sans avoir, de vision préconçue du sens, des éco-bénéfices, donc c'est plutôt utilisé dans la pratique, en parlant des effets de mesures climatiques, vers des enjeux sociaux, mais la définition est assez large et peut permettre, d'imaginer des effets dans les 2 sens. L'IPBES, dans les rapports de l'IPBES, donc c'est pas un terme qui est défini dans le glossaire, mais il est utilisé en fait, régulièrement dans les rapports et il montre une vision, une approche beaucoup plus systémique en fait de ce que peuvent être, les interactions entre, d'un côté, les ce qui a trait aux enjeux climatiques, aux enjeux liés à la biodiversité et puis, aux enjeux liés à la qualité de vie humaine. On a aussi des définitions, on est allé voir du côté de la Banque mondiale qui, a une définition tout autre en fait d'éco-bénéfice, où là c'est plutôt, d'un point de vue, très financier et de regarder en fait, la part, des financements de la Banque mondiale qui soutiennent l'action climatique tout en poursuivant des objectifs de développement. Donc c'est plutôt dans l'autre sens, la part des politiques de développement qui ont un impact sur le climat. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Fanny. Hem, donc voilà, le rapport conjoint, IPBES-GIEC, je vous ai mis deux images en extrait pour montrer un peu justement cette conception systémique, d'éco-bénéfice où on voit qu'il y a, des flèches pas juste dans un sens, mais vraiment des boucles de rétroaction qui sont matérialisées à chaque fois qu'il est question de ces fameux co-bénéfices, où, on va parler, de nœuds, de trade-off, de synergies, et cetera. Donc c'est vraiment, dans une approche, où on regarde les liens, dans plusieurs sens et de façon systémique. Et je veux bien que tu me mettes la slide après pour montrer un exemple un peu opposé à ça. Là, c'est un extrait en fait d'un schéma de la Commission de l'économie du développement durable, CEDD, qui est rattaché au ministère de la Transition. Et donc on voit dans un rapport, sur l'éco-bénéfice où c'est une, acception, assez différente où on a les mesures, liées, au climat au centre avec, 3 volets et puis des chaînes causales en fait qui partent de ça et qui atterrissent toutes vers, une amélioration du bien-être, en passant par différents effets intermédiaires. Voilà, donc là, on est vraiment vers des modélisations, causales, linéaires et unidirectionnelles, pardon. C'est aussi ce même type, d'approche qu'on peut voir dans le rapport Blanchet, qui est, que vous avez peut-être, vu passer. C'est un rapport, qui porte sur les liens entre, mesures de transition et bien-être, et qui a été, piloté par Didier Blanchet dans le cadre de la mission d'évaluation des impacts, macroéconomiques de la transition climatique. Donc, la mission, Pisani-Ferry-Mafouf. Et qui aussi est dans cette logique, linéaire causale, avec, une entrée, très quantitativiste, et monétaire, du sujet. Il y a d'ailleurs, une webconférence, avec un débat entre, des défenseurs de ce rapport et Florence Janicatrice qui est assez intéressant pour montrer aussi les limites, de cette approche. Et donc voilà, le dernier petit point, d'éclairage, définitionnel, c'est les travaux, de Patrick Vivray et puis plus récemment le livre, coécrit avec Julie Chabot, qui reviennent sur, les différentes, acceptions qu'on peut avoir de la valeur, et donc là, je vous ai mis une petite, citation qui parle de la confusion introduite sur le plan économique entre la notion de bénéfice ou de perte au sens monétaire et d'activité bénéfique ou nuisible pour les humains et le monde du vivant dont ils sont les cohabitants.
Et je trouve que voilà, la différence entre les schémas qu'on a vus en slide précédente et celui-ci, illustre bien en fait ces 2 conceptions-là qu'on peut avoir sur un terme comme co-bénéfice. Et donc nous, du coup, en cohérence aussi avec, tout ce que Fiona et Fanny ont expliqué avant sur les approches, qu'on a décidé d'étudier, on va être plutôt donc dans, la deuxième partie de la phrase de Julie Chabot et Patrick Vivray, c'est-à-dire, plutôt, l'idée d'activité bénéfique ou nuisible pour les humains et le monde du vivant dont ils sont les cohabitants. Donc en s'intégrant dans une approche, systémique et assez proche en fait de la définition, par exemple de l'IPBES. Voilà sur les co-bénéfices. Donc on a voilà, on a une définition en fait, en gros, c'est de dire on va aller regarder, les liens entre, le bien vivre et la sauvegarde environnementale, notamment l'articulation qui peut s'opérer entre, les cercles social et environnemental, dans la théorie du donut. Alors, en fait, il y a une notion quand même qui est aussi très importante. Vous voyez que du coup, on a démarré le projet en fin novembre, hein, donc c'est un projet, assez neuf et un des enjeux, c'était déjà, d'arriver à cadrer, hein. Donc là, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est les éléments de cadrage, de définition et cetera. Et une des notions, clés qui est en termes de cadrage, c'est la notion de besoin. Parce qu'en fait, c'est une notion qui est déjà, présente derrière, les définitions qu'on trouve de la sobriété, hein, quand elles ne se réduisent pas, à des définitions, frustres de l'efficacité. C'est une notion qui est clé aussi, dans les approches, du bien vivre et on voit bien que si on parle de co-bénéfice, c'est-à-dire du fait qu'on pourrait répondre, de manière, couplée sur plusieurs plans, diminuer la matérialité des réponses qu'on apporte aux personnes, ça nous renvoie aussi sur, cette notion des besoins. Donc, pour, aller assez vite, sur la manière dont on en saisit, en gros, on s'inscrit dans une approche assez critique par rapport à la manière dont les besoins ont été conceptualisés, généralement en économie, puisqu'ils ont été souvent posés plutôt au terme, du circuit économique hem, comme quelque chose qui s'assimilerait presque au désir, qui serait infini et donc c'est souvent une définition ex post des besoins en fait qui a un peu dominé le champ de la littérature. Or, nous, on s'inscrit plutôt dans une approche exemptée des besoins, dans le sillage, de ce que des travaux de l'économiste chilien qui s'appelle Manfred Max Neef, qui en fait dit: en fait, on a, les des besoins qui sont, partagés, les besoins sont limités, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'alimenter, on a besoin de lien social, on a besoin de sécurité et cetera. Mais, ce qui va être illimité, ce ne sont pas les besoins, c'est par contre la manière de les satisfaire. Et donc, il va avoir différents, modes de satisfaction qui vont être ancrés historiquement, culturellement, sur un territoire, donné. Et c'est une approche qui est, bon, très compatible avec, les travaux, en tout cas l'ancrage archétypique, que j'ai mentionné tout à l'heure et qui surtout amène à s'interroger sur, le fait de se dire, ces stratégies de réponse, il y a certaines stratégies de réponse qui peuvent être en fait, négatives, destructrices, c'est-à-dire, je réponds à court terme aux besoins, mais à long terme, on voit bien que je le détruis, hein, typiquement l'agriculture intensive aujourd'hui. Il y a des stratégies de réponse qui vont être inhibitrices. Je réponds sur un plan, mais je détériore j'empêche la réponse sur un autre plan, hein, l'accélération, finalement du temps de travail, le et au détriment, de la vie de famille, des loisirs et cetera. Et puis il va avoir des stratégies de réponse qui, vont être des pseudo-réponses. Je m'alimente avec des biens de mauvaise qualité. On voit bien que ça ne répond pas bien, aux besoins nutritionnels que je peux avoir. Donc ce qui est intéressant, c'est du coup de s'intéresser aux stratégies de réponse qu'on peut qualifier de positives, hein, qui vont être univoques, je réponds bien sur un plan et surtout celles qui sont synergiques, c'est-à-dire celles qui vont répondre, simultanément sur plusieurs plans et qui vont avoir du coup la marque aussi du fait d'être soutenables dans le temps. Donc c'est vraiment sur cette conception, nous, de MaxNIF qu'on se cale parce qu'en fait, elle permet d'interroger pas simplement les quantités d'offres, mais aussi la qualité, de l'offre qui est offerte, des stratégies de réponse qui sont apportées, par, les communautés, par les pouvoirs publics
et elles permettent aussi de dire, bah, en fait, c'est pas qu'il y aurait, forcément enfin, on n'est pas dans quelque chose de fixe ou forcément, telle possibilité de réponse serait antagoniste avec tel aspect environnementaux, mais ça dépend, du cadre institutionnel. Donc les stratégies de réponse vont être évolutives, vont être contextuelles et donc ça va nous permettre justement de penser de manière plus dynamique ce qui peut être, des co-bénéfices, de, la sobriété. Heu je vais laisser la main du coup pour, heu, nous présenter finalement ce qui est nos grandes hypothèses, de recherche. On l'avait pas mis. Alors je vais peut-être le Pardon, dire oralement. ouais, c'est Heu une hypothèse du coup, mais on peut en parler, enfin si tu veux. Bah, je vais peut-être juste en dire un mot. Enfin, derrière, du coup, il y a pour nous, il y a l'idée à la fois de se dire, dans les approches du bien vivre, qu'est-ce qui ressort déjà, hein, en fait, de ces co-bénéfices? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire où on voit que ça marche de pair? Mais on peut aussi imaginer que, ce soit enfin, typiquement, Hélène et Fanny ont travaillé sur, l'indicateur de capacité relationnelle dans les écolieux. Donc il y a peut-être des choses qui s'articulent bien dans les écolieux, qui permettent de répondre à la fois sur le plan environnemental et social, qu'on ne va pas retrouver dans d'autres contextes, mais qui en tout cas tracent qu'avec un autre contexte institutionnel, en transformant le cadre institutionnel, on pourrait arriver à articuler effectivement ces champs-là. Donc notre enjeu, c'est à la fois de regarder l'existant, mais aussi de regarder comment, quelle évolution serait nécessaire pour qu'il y ait co-bénéfice et de regarder aussi dans les approches, est-ce qu'elles vont quand même mettre en exergue là où il y a co-bénéfice ou pas? Parce qu'en fait, je pense que la plupart des approches, en fait, posent, ces liens-là, mais vont pas toujours l'expliciter, notamment du point de vue empirique. D'où l'intérêt pour nous, du travail en groupe aujourd'hui, parce qu'en fait, généralement, c'est ceux qui ont été investis, bah, sur ces réflexions-là, sur ces démarches, qui sont les mieux à même, justement aussi d'identifier, de mettre au jour ce qui peuvent être des formes de co-bénéfices. De manière générale, enfin, je pense que le constat d'ensemble, c'est que, le terme de sobriété, il est assez peu, usité. D'ailleurs, je me suis dit qu'on aurait dû poser la question différemment parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le lien entre soutenabilité sociale et environnementale et moins la question de la sobriété, qu'on ramène plus parce que on est en lien avec l'ADEME, qu'on voit bien que c'est lié. Mais c'est vrai qu'on voit bien que, alors que la définition intègre le bien vivre, de facto, ce qu'on garde, c'est généralement la baisse de la demande, ce qui renvoie ensuite à toutes les questions de sobriété subie, choisie, etc. Hem, donc en fait, la notion, elle est, des fois assez absente, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une absence de réflexion autour de ces enjeux d'articulation, de soutenabilité sociale, environnementale. C'est notamment ce que, soulignait, Louise, qui fait sa thèse du coup à Lille sur les indicateurs de bien-être, qui disait: «Bah, on ne parle pas de sobriété, mais on va parler, de vivre dans un environnement sain». Il y a, la clé de lecture, de Katworth qui revient, quand même dans beaucoup de démarches et il y a en tout cas on parle pas de sobriété, mais il y a bien cette attention à l'articulation entre les enjeux sociaux environnementaux. Oui, généralement avec le cadre de du War mais sans savoir bien comment le matérialiser ensuite, que ce soit dans des démarches RSE ou que ce soit, sur, comment on fait du lien entre, ça c'était, au niveau du canton de Vaud, comment on fait le lien entre les stratégies énergétiques et le bien-être. Voilà, donc il y a disons qu'il y a l'intention de départ, il y a ce bien lien-là qui, en tout cas, nous paraît, je pense, collectivement important, mais qui a du mal à être vraiment capté à travers, des mesures, par exemple, dans les différentes, expérimentations. Et puis ensuite, il y a vraiment aussi toute la question, de est-ce que sobriété, c'est juste quelque chose d'individuel ou est-ce que c'est quelque chose de plus institutionnel? On est quand même allé pas mal, sur cette question-là et sur le fait de dire, bah, déjà, faut déjà qu'on arrive à recueillir les indicateurs, sociaux et environnementaux ensemble avant de les mettre en discussion. C'était aussi Cécilia qui, on parlait de ça par rapport à ce que l'UNIL a pu faire, du point de vue universitaire, qui a pour le moment fait énormément de choses sur le volet environnemental, qui aujourd'hui est en train de composer son volet social et peut-être que c'est le jalon d'après finalement d'aller, articuler les 2. Hem, donc il y a ça a pas empêché quand même qu'il y ait quelques, exemples. Alors je vais peu revenir sur le cas grenoblois parce que, il y a à la fois que ce soit dans les discussions d'acteurs, on voit que c'est un sujet qui est prégnant, hein, c'est ce que Caroline a pu nous dire aussi du côté, métropole. Mais, on voit bien aussi que ça ressort de certaines expérimentations, notamment dès qu'on va plus sur le volet qualitatif avec les acteurs, via des entretiens et c'est notamment ce qu'a pu souligner Jean-Baptiste sur le travail qui a été mené en Occitanie, sur le fait que, bah, la sobriété subie, c'est ressorti dans sa démarche, sur le fait que
Il y avait, au niveau régional quand même des articulations qui ressortaient de son travail de thèse, mais qui ne va pas forcément se matérialiser dans ce qu'on voit dans les indicateurs, qui vont plus se matérialiser dans ce qu'on va voir sur le matériau finalement qualitatif, qui ressort, du point de vue, occitan. Et puis ensuite, il y a eu, pas mal d'idées aussi sur, bon OK, aujourd'hui on l'intègre pas complètement, mais on voit bien qu'on devrait l'intégrer et on voit bien qu'il y aurait des lieux à explorer pour l'intégrer. C'est notamment un partage aussi qu'il y a eu de la part de Stéphane de dire: «Bah, nous on est en démarrage à Marseille, on voit bien qu'il y a plein d'endroits où ça pourrait avoir du sens d'aller justement questionner, cette articulation de soutenabilité sociale, et environnementale». En tout cas, je pense que ça vient vraiment nous interroger sur cette notion de sobriété, l'articulation, avec le bien vivre, sur la stratégie la plus pertinente. Est-ce que la question principale ne serait pas articulation, soutenabilité sociale, environnementale et à voir ensuite, comment il faut le conceptualiser, plus que la conception de la sobriété elle-même, hein, qui est en fait, plutôt un sous-élément, je pense de notre, démarche. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans la restitution. Je ne sais pas si, avant qu'on se quitte, il nous reste 2 toutes petites minutes. Vous avez, soit des choses à partager par rapport au projet, des retours, des réactions et cetera. Soit, peut-être des choses à partager autres, hein, d'actualité, de choses que vous êtes en train de faire, autour de ce qui nous intéresse dans ce carrefour. Juste un petit point, Fiona, la prochaine réunion du Carrefour, on doit présenter l'équation de Gaïa avec Samuel. On ne savait pas si c'était le 25 ou le 26 mars. Est-ce qu'on peut fixer le 26 mars? Comment tu décides de la date? Alors je te recontacte direct là-dessus, il faut que j'envoie l'invitation. Je suis un peu en retard, mais je vous ai pas oublié. Et du coup, j'en profite aussi pour vous alors là, on l'a fait à un rythme un peu rapproché, notamment du fait qu'il y avait déjà le carrefour qui était programmé, sur les limites planétaires avec Damien Ruiter et que nous, on avait aussi besoin de vous voir pour, ce projet sur l'éco-bénéfice. Et donc la semaine prochaine, on a un carrefour permanent, donc le 9 à 10h30 avec, Damien Ruiter qui fait sa thèse sur la question des limites planétaires et donc on va, vraiment approfondir, qu'est-ce que ça veut dire, notamment la spatialisation de ces limites, planétaires, ce qui, pour, beaucoup, pour s'y être frotté, n'est pas, si évident. Donc c'est à 10h30, 10h30, 12h, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore noté la date. Mariette, peut-être partager sur, l'intervention de Julie aussi? Oui, l'intervention de Julie. Elle est donc Julie Chabot qui a écrit donc un ouvrage avec Patrick de Viveret, La Traverse, suite à une réflexion qu'ils ont menée tous les deux et puis des expériences que Julie Chabot a eues en tant que directrice, enfin responsable de l'agenda 21 en Gironde, de l'animation d'un réseau d'accompagnement au changement et puis un DU réalisé avec Cynthia Fleury. Donc, on l'a invité dans le cadre donc, du projet que l'on mène Bien Vivre Territorial à l'Université de Toulouse. Donc, elle viendra nous présenter cet ouvrage et cette réflexion le 7 mars. Voilà, donc voilà, c'est ouvert. Je sais que Hélène est déjà indiqué ça dans son agenda. Et puis, je peux annoncer aussi ta venue, Fiona, en mai, puisque voilà, c'est dans le cadre de ce séminaire, on a prévu de faire tous les 2-3 mois inviter voilà, un chercheur, un acteur-chercheur sur ces sujets. Donc, à Toulouse et en juin, ce sera à Figeac, où là, on sera un peu en immersion avec les acteurs, avec des acteurs qui travaillent beaucoup sur ces questions. Eux parlent de bonheur brut local pour continuer à réfléchir avec donc notre point de vue qui est vraiment une intégration, comme j'ai pu le dire rapidement déjà, mais une intégration et une articulation, on va dire vraiment, entre des initiatives locales et le ressenti un aspect beaucoup plus habitant. Voilà.
Et ils ont 9 terrains d'expérimentation en cours, je le souligne quand même, donc ça vaut la peine de regarder. Je pense qu'il faudra qu'on se fasse un jour un carrefour autour, de ce que vous faites. Mais du coup, je me permets de réinsister du coup sur le carrefour que je n'ai pas encore programmé, mais qui sera le 26 mars, qui sera du coup sur, vous connaissez tous l'hypothèse Gaïa, ou si vous ne connaissez pas, allez voir, et qui sera sur l'hypothèse Gaïa, sur un travail, vraiment ambitieux qu'on sont en train de mener, Samuel et Benoît, qui, je pense, s'inscrit vraiment aussi dans un renouvellement de la réflexion autour de la sobriété, la décroissance et de l'articulation des enjeux de soutenabilité sociale, entendu ici, d'inégalité, aussi de prise en compte des inégalités sociales, avec, la prise en compte de la soutenabilité environnementale et des inégalités, environnementales. Donc, vraiment, je vous invite vivement aussi à déjà noter dans votre agenda cette date du 26 mars, parce que je pense que ce sera très précieux aussi d'avoir vos retours, par rapport à ce que, Samuel et Benoît sont en train de travailler. C'est le 27 ou le 26 Oh, alors? bon, je renvoie par mail, mais Ça on m'arrange pourra plus qu'on le 27. reconfirme. Mais bon, c'est sûr qu'il y aura un dans ces créneaux-là. Je le renvoie rapidement, question que tout le monde puisse le caler dans l'agenda. Ah, faut qu'on revérifie là. Merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui.